Dans cette rue se dressent à gauche et à droite de beaux immeubles du XVIIIe siècle, le bain Stanislas, ancienne résidence des chanoinesses de Remiremont, la maison des Arcades, autrefois appelée Palais Royal, construit de 1761 à 1762 sur ordre du duc Stanislas. Les ferronneries de cette demeure sont l'œuvre d'André Gillot, élève de Jean Lamont, auteur des grilles de la célèbre place Stanislas à Nancy. La place du Bain romain, quant à elle, accueille le visiteur dans la partie la plus ancienne de la ville, puisqu'elle occupe l'emplacement de la grande piscine que les Romains avaient construite au IIe siècle. Les installations thermales de ce site se trouvent désormais en sous-sol. La rue Liétard que nous empruntons constitue l'artère principale de la station. Sous cette rue passe la galerie Jutier, véritable souterrain de 600 mètres de longueur. C'est par lui que transitent les eaux thermales, nécessaires au terme de Napoléon, construit à l'autre extrémité de la ville. Sur votre droite, vous pourrez apercevoir l'ancien lavoir de Plombières. Reconstruit au XIXe siècle, il fut alimenté en eau chaude pour le plus grand plaisir des plombinoises qui venaient y faire leur lessive. Nous quittons à présent le quartier historique pour arriver au quartier construit de la fin du XIXe siècle au début du XXe siècle. Là se dressent des demeures cossues et de grands hôtels, aujourd'hui transformés en résidences meublées de tourisme. L'espace Berlioz, grand bâtiment sur votre droite, est l'ancien casino de la ville, construit en 1905 et transformé en 1948. Dans les années 60, de nombreuses vedettes s'y sont produites, comme Edith Piaf, Jacques Brel, Charles Aznavour, Léo Ferré, Georges Brassens, Adamo, Sacha Distel, Sylvie Vartan et Johnny Hallyday pour n'en citer que quelques-unes. Aujourd'hui, l'espace Berlioz fait l'objet d'un plan de restructuration totale et seules ces deux extrémités sont utilisées, à savoir d'un côté la rotonde où est installé l'office de tourisme et de l'autre le cinéma.
Quittant le centre-ville, nous allons arpenter l'avenue Louis Français. Louis Français est un peintre paysagiste. Donc, mesdames, messieurs, sur votre droite, la rotonde, où s'est produit Johnny Hallyday, Edith Piaf, et tous les artistes qui ont été énumérés dans la bande-son. La rotonde. Natif de Plombier. Élève et ami de Corot. Nous quittons à présent le quartier historique pour arriver au quartier construit de la fin du 19e siècle au début du 20e siècle. Là se dressent des demeures cossues et de grands hôtels, aujourd'hui transformés en résidences meublées de tourisme. Quittant le centre-ville, nous allons arpenter l'avenue Louis Français. Louis Français est un peintre paysagiste natif de Plombières. Élève et ami de Corot, il fit partie des premiers pré-impressionnistes, ceux-là même qui s'installaient plusieurs mois par an à Barbizon pour se consacrer à un genre totalement nouveau de peinture en France, le paysage d'après la nature. L'histoire de l'art appellera ce mouvement l'école de Barbizon. Louis Français fit une brillante carrière et fut le premier peintre paysagiste à entrer à l'Académie des Beaux-Arts en 1890. Il fit construire sur les plans de l'architecte Théodore Ballut une jolie villa qui se trouve sur la gauche à mi-hauteur de cette rue. Cette demeure est devenue le musée Louis Français, dans lequel son atelier est resté intact, au milieu de ses souvenirs, dessins et œuvres de ses amis tels Corot et Courbet. Actuellement, le musée est en pleine restructuration pour effectuer une campagne de restauration des œuvres dans le but de mettre en valeur des collections au sein d'une nouvelle scénographie. Un autre site est dédié à la mémoire du peintre, le square Louis Français, que vous pourrez admirer sur votre gauche en haut de cette pente. Élevé en 1901, ce superbe monument est l'œuvre du sculpteur Émile Pénaud, Grand Prix de Rome. Le buste de Louis Français surmonte une stèle en granit des Vosges sur laquelle sont appuyées deux jeunes femmes symbolisant la nature, unique inspiratrice de l'artiste.
Visible de tous les côtés de la vallée, grâce à son clocher qui culmine à 60 mètres de hauteur, l'église de Plombières, dont le patron est Saint-Amé, a été construite à l'initiative de l'empereur Napoléon III et de l'abbé Jean-Baptiste Ballan entre 1858 et 1861. Conçue dans un style néo-gothique flamboyant, gargouilles, arcs-boutants, contreforts lui donnent des airs de petite cathédrale. Le sommet de la flèche est coiffé de la couronne impériale, placée là en reconnaissance de la générosité de l'empereur. L'intérieur de l'édifice est agrémenté de superbes vitraux d'une chaire en dentelle de pierre sculptée, d'un maître-autel remarquable. Son grand orgue, datant de 1883, est classé monument historique et représente le plus bel exemple d'orgue romantique de la région. De 2017 à 2019, l'église Saint-Amé de Plombières a fait l'objet d'un vaste programme de restauration totale de sa toiture à l'identique de sa construction. Au cours de ce circuit, vous aurez pu remarquer la présence de nombreux balcons. En bois, en pierre, en fer forgé et surtout en fonte moulée, les motifs de ferronnerie abondent. Toutes les maisons en sont pourvues et Plombières mérite bien son surnom de ville aux 1000 balcons. Ceux de la rue Stanislas sont les plus grands, courant sur toute la longueur des façades des maisons. Le plus célèbre est celui du numéro 4 de la rue Stanislas, à droite. Cette demeure, ancien hôtel du XVIIIe siècle, a accueilli Joséphine Bonaparte, ainsi que les membres de la famille Bonaparte venus la rejoindre lors de ses 5 séjours dans la station. Lors de sa première venue à Plombières, en 1798, un fâcheux incident survint. Arrivant précipitamment avec 3 de ses amis sur le balcon, celui-ci, qui à l'époque était en bois, s'affaissa. Joséphine fit une chute qui aurait bien pu lui être fatale. La petite histoire raconte même qu'elle tomba sur un colonel qui passait dans la rue au même moment et qui amortit sa chute. Toujours est-il qu'elle eut de multiples contusions et resta un mois supplémentaire à Plombières pour convalescence. Cette anecdote véridique fit que l'on appela ce balcon le balcon de Joséphine. Le bain national, construit en 1811, est totalement réaménagé en 1935. Il abrite la buvette thermale. De style art déco, cette belle fontaine lumineuse, couverte d'une mosaïque beige et or, occupe la partie centrale de cet établissement. 2 sources chaudes, captées à plus de 50 degrés, y sont distribuées. La source des dames et la source des savonneuses. Toutes deux sont prescrites par les médecins thermaux dans le traitement des affections intestinales. Si Plombières est la ville aux 1000 balcons, elle est aussi la ville aux 1000 marches d'escalier. En effet, pour rejoindre cette rue principale et pour relier les rues entre elles, de nombreux passages pittoresques dotés d'escaliers de pierre existent. Ils donnent à la station, à bien des endroits, des airs de petit Montmartre. Plombières est également le berceau d'un délicieux entremets, la glace Plombières. Cette glace à base de crème aux œufs agrémentée de fruits confits qui ont macéré dans du kirsch constitue la spécialité gastronomique de la cité thermale. Une dégustation s'impose, pourquoi pas, au son de l'éminette des Vosges, instrument de musique typiquement local. Depuis quelques années, Plombières devient également la ville des antiquaires et des artisans d'art. Répartis au centre-ville et au clos des 2 Augustins, leur vitrine est un régal pour les amoureux d'objets d'art et de mobilier ancien.
Le long de cette artère principale, articles de linge, de maison et broderies variées sont également proposés. Rappelons que la broderie de Plombières était jadis un artisanat très prisé, rassemblant une main-d'œuvre féminine considérable. Cet artisanat n'a pas complètement disparu et perdure grâce à une association de brodeuses passionnées. Vaste construction du Second Empire, voici sur votre droite les thermes Napoléon, reliés aux deux ailes du Grand Hôtel. Ordonné par l'empereur Napoléon III, ce complexe prestigieux fut édifié de 1857 à 1861. Les thermes Napoléon accueillent chaque année, dès le printemps, tous les curistes de la station thermale. Pathologie de l'appareil digestif, dont la maladie de Crohn, et affections liées à la rhumatologie, dont le traitement de la fibromyalgie, sont les deux indications thérapeutiques de Plombières. Cure thermale de 18 jours, mini-cure, semaine thermale ou encore matinée découverte sont proposées et s'adressent à des personnes de tous âges. À la belle époque, de jolies villas et petits châteaux virent le jour sur les versants de la vallée. À droite, témoin de cette période durant laquelle les stations thermales étaient très à la mode, l'hôtel du Parc qui a ouvert ses portes en 1905. À l'abandon aujourd'hui, il est facile de se rendre compte qu'il fut l'un des plus beaux et luxueux hôtels de la station. L'encadrement de ses fenêtres, ses ferronneries, simples mais avec une heureuse utilisation des motifs végétaux, inscrivent cet ancien hôtel dans le courant artistique Art Nouveau. Durant quelques décennies, de 1966 à 1997, le bâtiment servit de collège. Salle de classe et réfectoire y avaient été installés. Le nouveau collège est à présent sur le site des Granges de Plombières. Est-ce que vous avez des répondants? Est-ce que vous êtes propriétaire de vos biens immobiliers? Vous donnez la compte déjà. Ah oui. Ça va pas le faire là. Ah, moi j'en sentais mon dos, ah oui, ah oui. Tu auras déjà... Après être passé sur un pont qui traverse la rivière, l'Ogronne, nous voici au parc impérial, aménagé de 1856 à 1858. À gauche, le casino de Plombières. Il est installé dans l'ancienne gare qui fonctionna exactement 100 ans, de 1878 à 1978. Cette gare a accueilli le train des eaux, mis spécialement en place pour desservir les stations thermales, et c'est ainsi qu'il y avait une voiture directe Paris-Plombières en 6 heures. Aujourd'hui entièrement restructuré et agrandi selon un esprit ferroviaire sauvegardé, ce bâtiment est le casino de notre station depuis le 15 novembre 2001. N'hésitez pas à y entrer, vous serez surpris par la beauté des décorations des salles de jeu et par le restaurant qui est un superbe wagon posé sur des rails. Sur votre droite, le parc impérial voulu par l'empereur Napoléon III. C'est lui-même qui dessina les allées et décida de l'emplacement de l'étang où l'on peut pêcher la truite. 40 essences d'arbres différents prennent place dans cet écrin de verdure
au sein duquel un parcours de mini-golf ravit petits et grands. Bientôt, vous apercevrez à l'extrémité droite du parc un bâtiment abritant une serre peuplée de plantes tropicales. C'est la station d'épuration de la ville, conçue suivant un système innovant et performant appelé Organica. Pensé comme un jardin botanique, les végétaux à fort système racinaire permettent un traitement 100% des eaux usées. Le site sur lequel nous sommes accueille également la piscine de loisirs en plein air, située derrière la haie de laurier. Elle est ouverte tous les jours en été par beau temps. Avant de quitter ces lieux, peut-être avez-vous aperçu parmi les arbres du parc la flèche de la cathédrale de Strasbourg. Rien d'étonnant, car il s'agit d'un élément du parc miniature de Plombières-les-Bains qui a ouvert ses portes ici même en 2012. Plus de 25 sites de Lorraine et d'Alsace sont reproduits en miniature et exposés. Ils constituent une véritable vitrine architecturale de la région. Le château du Haut-Königsbourg, la place Stanislas à Nancy, la maison de Jeanne d'Arc, les thermes Napoléon sont entre autres à découvrir. Une visite s'impose. Ah non, moi j'ai pas envie d'aller dans l'eau par le temps là. C'est pas qu'on fait rien. Alors, Marie, regardez la gare avec le train. Pas juste. C'est triste. Pourquoi il fait ça? Pas juste. Après avoir quitté le parc impérial et longé le parc Tivoli aménagé sur les hauteurs à droite de la rue, nous allons admirer à nouveau sur votre gauche les thermes Napoléon. Abritant un hall remarquable de 55 mètres de longueur rappelant les thermes de Caracalla, la façade de l'édifice est décorée sur le fronton de l'aigle impérial sculpté d'après la conception de Bartholdi. La lettre N faisant référence à Napoléon, les dauphins et mufles de Lyon ornent également la façade. Cet ensemble est classé monument historique, et c'est ainsi que les curistes ont cette chance de suivre leur cure dans un superbe bâtiment classé.
Arpentant à nouveau l'avenue Louis Français, remarquez sur les hauteurs du versant gauche la statue blanche de Notre-Dame de Plombières, face à la chapelle Saint-Joseph. Inaugurée le 15 août 1855, elle surplombe admirablement la vallée. Elle fut érigée suite à un vœu des habitants protégés d'une épidémie de choléra qui avait ravagé toute la région en 1854. Notre-Dame de Plombières fait chaque année l'objet d'un fervent pèlerinage le soir du 15 août, transformant Plombières en une petite cité mariale. Les nombreux pèlerins, flambeaux en main, gravissent le coteau. Le site revêt son habit de lumière. C'est un ravissement. En haut de cette pente, vous pourrez mieux admirer ce site du coteau de la Vierge.